Monsieur, pardon. Je me présente, comme on a parlé plusieurs fois de Leury, je suis le maire de Leury, Jean-Baptiste. Donc je me rassois, allez-y monsieur le maire. Peut-on prévoir la production des éoliennes? Alors, j'ai un document là, qui a été édité par Amorce. Amorce, c'est une association nationale des collectivités territoriales et des professionnels pour une gestion locale des déchets et de l'énergie. Alors, la production éolienne est liée à la présence et à l'intensité du vent, ça va de soi. Mais elle est donc logiquement variable. Mais il est possible aujourd'hui de la prévoir à 48 heures via les données météorologiques fournies par Météo France et grâce à l'outil ITES, insertion de la production éolienne et photovoltaïque, développé par le réseau de transport électrique RTE. Les prévisions météorologiques sont cruciales pour estimer la production du parc français heure par heure et mieux anticiper les variations du vent. Elles permettent ainsi une meilleure adaptation entre l'offre et la demande en électricité sur le territoire français. Alors c'est un logiciel qui est utilisé pour faire ces prévisions de production et le fonctionnement du logiciel est ainsi détaillé chaque heure jusqu'à J+3 grâce au modèle de calcul qui y figure. Alors ces informations sont croisées avec la localisation des parcs éoliens et la production éolienne pour chaque installation pour les heures, voire les jours à venir. Elles permettront d'accroître la valorisation de l'électricité éolienne en anticipant les variations de production. Il y a autre chose également en ce qui concerne le démantèlement. Il faut savoir que le démantèlement, les coûts ne seront en aucun cas supportés par les propriétaires des terres, la commune ou les citoyens en général, ce qui ne sera pas le cas pour le démantèlement de nos centrales nucléaires. Il faut savoir qu'il y a un fonds qui est obligatoirement abondé par les constructeurs pour justement éviter que le coût soit réparti sur le contribuable. Il y a autre chose, il y a M. Roland qui est intervenu tout à l'heure. Alors c'est un document, c'est une lettre qui avait été adressée à M. Roland, président de la Société historique de Soissons, en ce qui concerne l'enquête publique qui avait été faite en 2008 sur le projet de Leury, qui remonte, je le précise, à 2003. Alors, M. Roland, forcément, on connaissait son opinion anti-éolien. Alors, il nous parle de la bataille de Crouy, qui est sur le plateau. Crouy, c'est la commune dont ses terres sont voisines avec celles de Leury. Elle comparait la bataille de Crouy à un désastre comparable à celui d'avril 1917 sur le chemin des Dames. Alors, la zone éolienne, il est certain que les fondations des éoliennes et les liaisons électriques souterraines mettront au jour des tombes individuelles et fosses communes. Dans ce contexte, on peut se demander si l'implantation d'éoliennes sur un site qui est finalement une nécropole est judicieux. Je tiens à préciser que je suis maire depuis 33 ans. À ma connaissance, aucun cultivateur, depuis qu'il laboure, m'a signalé avoir retrouvé des caches d'armes ou des squelettes, et encore moins en ce qui concerne les fondations qui ont été faites au sujet de l'éolien. Merci, monsieur le maire. Je vous redonnerai la parole, monsieur Roland, tout à l'heure. Non, mais vous n'avez pas été vraiment mis en cause. On va passer la parole à d'autres personnes, il nous reste un petit quart d'heure, et après, je repasserai la parole à ceux qui ont déjà parlé s'ils veulent rajouter quelque chose. Monsieur.
Jean-Pierre Martin de Buffy, commune sur laquelle il y avait aussi un projet qui était au départ lié à celui de Lori, qui se sont retrouvés dissociés par le préfet, puisque le préfet a accordé le permis sur l'une des communes et pas sur l'autre, non pas à cause des nuisances ou des co-visibilités, mais à cause d'un point de réglementation qu'il y avait dans le plan d'occupation des sols de l'époque. C'est tout. Elles étaient bien sûr sur des terrains agricoles, et un point du règlement disait que sur les terrains agricoles, on ne pouvait mettre que des constructions agricoles, des bâtiments agricoles. Et l'alinéa suivant disait que tout ce qui n'est pas autorisé est explicitement interdit. Les éoliennes n'étant pas explicitement autorisées, elles ont été de fait interdites. C'est ce qui a fait que le permis de Ancufi a été refusé. Bon. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est surtout poser deux questions puis faire une remarque. Je vais commencer par la remarque. Quand j'ai entendu dans la salle quelqu'un dire que les éoliennes ne tourneraient pas assez parce que dans le coin il n'y a pas assez de vent, je pense que tous les promoteurs, tous ceux qui sont quand même des chefs d'entreprise, il me semble, qui vont investir de l'argent, je pense que ce sont de parfaits abrutis s'ils sont capables de construire et d'investir de je ne sais pas combien de millions d'euros pour faire des mâts, si jamais ces mâts sont condamnés à ne pas tourner et à ne pas produire. J'ai l'impression qu'ils ont quand même fait leurs études de marché. Je crois me souvenir que j'ai vu plusieurs mâts installés sur le plateau là-haut qui a mesuré la vitesse du vent pendant un certain nombre de mois, de façon à savoir quelles étaient les fréquences de vent et combien de temps les éoliennes pourraient tourner. Ça, c'était la première question que je me posais. Bon. Et ensuite, derrière, il faudrait aussi qu'on aborde le problème, parce qu'on l'aborde, à mon avis, par le petit bout de la lorgnette. Je sais bien que ce soir, c'est un débat concernant les éoliennes. Mais il faudrait peut-être qu'on le resitue dans un contexte qui est celui des énergies renouvelables, qui me paraît beaucoup plus important, parce que celui-là, il va falloir qu'on y réponde. Et si on n'y répond pas maintenant, c'est nos enfants qui en pâtiront. Parce qu'à l'heure actuelle, on se base sur on pompe uniquement les énergies qui sont épuisables et qui ne vont pas tarder à s'épuiser, pour un bon nombre d'entre elles. On parle de plus en plus, voyant ça, des énergies de substitution. Certaines on est peut-être capable d'en trouver qui sont capables de produire 24 heures sur 24, c'est possible. Je ne suis pas sûr que ça soit suffisant, surtout avec les distances, je pense à l'hydraulique en mer, pour alimenter les ronds de pente en Savoie, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. On va aller un peu loin. Il y a l'hydraulique en Savoie. Après ça va. Après, il y a 100% de la production électrique est hydraulique. Oui, on allait revenir, monsieur le maire. Tant mieux. L'hiver tout l'été. On allait revenir justement sur un peu une sorte de conclusion. C'est l'exemple qui est mauvais. Oui. Bon. Et dernière remarque, monsieur le maire. Et la dernière remarque, c'est il y a d'autres énergies renouvelables, le solaire, des choses comme ça. On se posait des problèmes de coût tout à l'heure au niveau des éoliennes, des choses comme ça. Je pense que les parcs solaires, comme on en voit déjà, qui sont des panneaux, des champs, des hectares et des hectares de panneaux qui sont mis, posent un problème aussi d'utilisation et d'installation dans certaines terres, notamment quand les terres sont des terres très rentables en termes de culture. Et y compris parfois de fabrication des panneaux qui ne sont pas forcément fabriqués en France. On y reviendra tout à l'heure. Je vous propose de revenir tout à l'heure en étendant le débat sur les autres énergies, s'il nous reste dans les 10 dernières minutes. Je crois qu'on n'a pas encore épuisé totalement l'idée du vent. Donc, allez-y, madame. Oui, bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier pour la qualité de l'animation du débat. C'est pas facile et je vous remercie de le mener comme ça. Dire aussi au passage que M. Francis Bouillon, qui est là et qui est un expert, on disait tout à l'heure qu'il n'y en avait pas dans la salle, il y en a un qui est là, qui a participé à la COP21, qui est quand même vraiment très compétent. Voilà, moi je voudrais intervenir comme citoyenne avec mon bon sens. J'ai plusieurs aspects comme ça. Pourquoi avoir fait une campagne comme Hell is Open pour vanter notre territoire, notre tourisme vert à longueur d'affiche dans le métro partout, et c'était chouette cette campagne. Pourquoi la casser avec ces éoliennes? Voilà, premier bon sens. Deuxièmement, moi je trouve qu'il n'y a tellement pas de vent que dans mon corps, je ne suis pas habituée. Quand je vais dans les régions, il y a du vent, je suis saoule de vent. Il n'y a vraiment pas de vent ici. Autre chose aussi, moi il me semble que il y a du business à faire à vendre les éoliennes.
Après, les exploiter, c'est autre chose, et que par rapport à la question qui vient d'être posée, je pense qu'il y a effectivement, pour certains industriels, à produire et à vendre leur camelote, et après, il y a une histoire d'exploitation ou non, mais je pense que la vente est déjà un aspect important, et qui justifie qu'il y ait des industriels qui se penchent, même si, voilà, on a entendu ce qui vient d'être dit. Moi, je voudrais aussi insister, avant de parler de l'aspect santé, qui est surtout le cœur de ce que je vais dire, insister parce que je l'ai déjà fait, et je sais que M. Clément était sensible à ça, à la fracture sociale qu'entraîne l'éolien. L'éolien, dans mon village, ça divise et ça réunit par certains côtés. Ça réunit parce qu'on est, vous voyez, un collectif et on a appris à se connaître. Je peux vous dire qu'on devient expert à notre façon, à force de bosser. Et en même temps, ça divise. Ça divise c'est très clivant. Ça divise au sein des familles, ça divise au sein de notre conseil municipal. C'est douloureux pour nous. Ça divise au sein des familles. Moi, vous voyez, je ne vais pas vous dire mon nom de famille parce que dans ma famille, il y a un élu et on n'est pas sur la même posture. Je vous rassure, on se trouve pas mieux. Mais c'est douloureux. C'est douloureux, c'est d'avoir un homme et une femme dans le sein du couple, etc. Donc, je peux vous dire aussi qu'au niveau politique, il y aura des conséquences. C'est aussi parfois dans des communes, il y a aussi le supermarché qui est au bout ou même du lotissement qui peuvent aussi cliver et faire qu'il y ait des pour et des contre sans forcément. Oui, voilà, mais en tout cas c'est un sujet chaud. Oui. Et comme a reconnu lui-même notre propre maire, c'est étonnant de voir quand même comme ça a touché dans ceux qui étaient contre toutes les catégories sociales, d'âge, vous voyez, c'est quand même... Est-ce que vous pouvez venir à votre question sur la santé, parce que ça rejoint sans doute une question qu'on a posée sur Internet. Voilà, donc je vais dire essayer d'être très courte. Il y a des choses connues, des choses qu'on peut dire tout de suite. Il y a la notion de ultrasons, de son et d'infrasons. Les sons, quand ils sont désagréables, on appelle ça du bruit. Donc là, il y a des connaissances très précises qu'on a sur les effets nocifs du bruit. Et donc là, je vous laisse rechercher avec l'Académie de médecine qui, bon, voilà, c'est très voilà, connu. Il y a les ultrasons, vous savez, ces histoires qui touchent les bêtes, mais enfin, je vais passer là-dessus. Ce qui nous intéresse, là, c'est les infrasons. Il faut quand même savoir que les infrasons, ils sont utilisés par les militaires comme une arme de guerre dans certaines situations et qui créent des réels problèmes de santé. D'après ce que moi, enfin, j'ai essayé de travailler modestement et à mon niveau, mais l'Académie de médecine demande qu'il y ait des études de fait qui manquent actuellement, mais certains médecins se sont penchés là-dessus. Je recommande la lecture des livres de Nina Pierrepont, Pont comme un pont, du docteur Marjolaine Villers-Migraine. Tous ces gens-là sont des gens qui ont énormément bossé ces questions. Et sur les infrasons, on voit par exemple les cosmonautes sont touchés par des mots qui sont en lien avec les infrasons et certains aviateurs, donc c'est quelque chose auquel on fait attention dans leur médecine du travail en quelque sorte, si vous voulez. Voilà. Donc les inconvénients des infrasons, c'est d'abord ils passent partout, y compris dans les doubles vitrages, c'est quelque chose qui passe sans, vous voyez, sur une longueur en plus qui peut aller jusqu'à des 1000 km très loin, et les dégâts semblent surtout neurologiques, avec une atteinte comme des acouphènes par exemple. C'est assez curieux, c'est-à-dire que c'est comme si la personne, l'oreille elle ne fait pas qu'entendre, l'oreille est aussi un organe de l'équilibre. Et en fait... Excusez-moi de vous couper, est-ce que vous dites, ce que je comprends, c'est que c'est pas assez pris en compte dans les études d'impact moi j'ai envie de mettre en avant le principe de précaution qui est dans notre Constitution. Et tout à l'heure il a été cité le problème du Danemark.